Bonjour à tous, je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui, même si ça m'a coûté de me lever à 3 heures du matin. Je dois bien le dire. Mais je suis très contente que mon témoignage ait été sélectionné et on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Donc d'abord, je me présente en quelques mots. Donc j'ai étudié l'informatique à l'Université de Liège, je viens de Belgique, et je donne cours depuis 20 ans d'informatique dans l'équivalent d'un bac plus 3 qu'on appelle en Belgique un bachelier, mais c'est donc des étudiants qui ont 18 ans et plus. Des cours de programmation. J'ai aussi une charge au service e-learning de la Haute École et je suis chargée de la coordination des formations à destination des enseignants. Donc, le service e-learning se charge notamment de l'administration de notre plateforme Moodle, mais pas uniquement. On vient vraiment en support et en soutien pour tous les enseignants qui veulent appliquer du numérique au pédagogique et inversement. On utilise Moodle depuis 2007. Yeah. Et cette année, en novembre 2018, on a eu la chance d'organiser la JAMB, c'est la journée des administrateurs Moodle belges, chez nous, dans notre institution. On partage pas mal de petites expériences depuis cette année sur notre blog qui s'intitule TamTamTik. Et donc, si vous voulez nous suivre, ben voilà l'adresse Twitter. N'hésitez pas à l'enregistrer et à nous suivre. Le cours dont je vais vous parler, c'est un cours qui se passe en deuxième année, donc dans le bloc 2, un cours de programmation. Et tous les cours de programmation de la section sont organisés de la même manière, à savoir de la théorie à raison de 2 heures par semaine dans le cadre de ce cours-là, et des travaux pratiques à raison aussi de 2 heures par semaine. On donne les cours théoriques en grand auditoire. Ça nous permet de dégager des heures pour les travaux pratiques en petits groupes. Alors, je donne ce cours-là depuis plusieurs années et j'ai identifié toute une série de problèmes et essayé d'apporter des solutions à ces problèmes-là. Et donc, je vais en passer 4 en revue avec vous. Donc, premier problème, c'est qu'il y a un clivage entre les cours théoriques et les travaux pratiques, en tout cas du chef des étudiants. Donc même si nous, on conçoit le cours et les exercices pour que ce soit en lien, on s'est rendu compte que les étudiants ne faisaient pas nécessairement ce lien et zappaient finalement le cours théorique, venaient uniquement faire les travaux pratiques et découvraient uniquement ce dont ils avaient besoin pour pouvoir réaliser les travaux pratiques. Or, on ne sait pas balayer toute la matière via des exercices et donc ils loupaient toute une série d'informations, c'était un peu dommage. Et donc, pour résoudre ça, j'ai décidé de faire un projet fil rouge, donc qui servait de fil conducteur, donc l'énoncé d'un projet de longue haleine qui allait les occuper pendant toutes les semaines du cours. Et les cours théoriques viennent en fait en support des travaux pratiques et du projet. Et donc, le lien est comme ça rendu un peu plus évident. Alors, le projet, c'est censé être quelque chose qui va un petit peu motiver les étudiants aussi. Donc, une année, il y avait la constitution d'un nuage de mots à partir d'un texte. Cette année-ci, ils ont fait une petite intelligence artificielle en réseau de neurones. L'année dernière, ils avaient programmé un petit lecteur MP3 pour se constituer des playlists et les écouter en aléatoire, en séquentiel, etc. Deuxième problème identifié, c'est au niveau des modes d'évaluation, qui finalement, dans tous les cours informatiques, sont un peu similaires, chez nous en tout cas. Il y a du travail journalier pendant l'année pour forcer les étudiants à travailler de manière régulière, et ce travail journalier compte pour 30% des points. À côté de ça, il y a l'examen en fin de cours, un examen écrit pour les notions théoriques, un examen pratique sur machine, qui ensemble font 70% des points, en tout cas en première session. En seconde session, on laisse tomber le travail journalier, comme ça ceux qui ont démarré plus tard ou ne sont pas entrés tout de suite dans la démarche ne sont pas pénalisés. Et les 2 parties de l'examen permettent d'obtenir 100% des points. Mais dans tout ça, ce qui me chiffonnait un peu, c'est que ce sont des moyennes arithmétiques. Où est l'évaluation des compétences là-dedans? Que signifie un 12? Le 12 d'un étudiant veut peut-être dire que pendant l'année, il a super bien bossé, mais qui s'est écroulé au moment du projet.
ou au moment de l'examen, tandis que le 12 d'un autre veut peut-être dire complètement autre chose, et ça ne nous dit rien sur ce qu'ils sont capables de faire et pas capables de faire, ce qu'ils doivent encore travailler. Quelles compétences sont acquises, en cours d'acquisition, etc. Et donc j'ai décidé de découper le projet en étapes. Chaque étape correspondant à une compétence. Ici, j'utilise le terme générique compétence pour dire les compétences déclinées en acquis d'apprentissage. Donc, j'utilise le terme générique compétence, mais ce sont des éléments observables, évidemment. Il y a 6 badges obligatoires qui vont baliser la progression. Alors, pour ceux qui connaissent un peu l'informatique, vous pouvez regarder les titres. Ce sont mes merveilleux badges que j'ai dessinés avec Open Badge Me. Je ne suis pas infographiste, je pense que ça se voit, même si mes premiers badges étaient pires que ça. Et un des badges, c'est important, concerne l'auto-évaluation aussi de leur projet. Ça, je trouve que c'est vraiment primordial parce que quand ils reçoivent l'énoncé en début de cours, ils pensent avoir compris ce qu'on attendait d'eux, ils commencent à programmer, à avancer dans le projet, et puis à la fin, ils se rendent compte qu'ils ont dévié et il est trop tard. Donc l'auto-évaluation, quelques semaines avant le dépôt final, leur permet d'un petit peu rectifier le tir. Donc il y a ces 6 badges obligatoires, balises, donc ça correspond à des badges, donc ça veut dire que ce sont des activités sur Moodle qui permettent d'obtenir des badges encodés aussi sur Moodle. Ça permet de voir quelles sont les compétences en cours d'acquisition. Et puis l'évaluation finale du projet permet de voir comment ils ont intégré toutes ces compétences-là, voir leur version finale, et ajoute la notion de compétences incontournables, parce que si ces compétences-là ne sont pas acquises, alors le projet est en échec. Troisième problème, c'est que le format des énoncés d'examen et d'exercice était fort similaire aussi dans tous les cours de programmation. Et donc, je me suis dit, finalement, nos étudiants, ils sont plutôt formatés ou plutôt formés. Et donc, j'ai essayé de retrouver le plaisir d'apprendre et de rendre certaines évaluations plus plaisantes. Ça se fait en variant les activités, je vais y revenir juste après, en valorisant les aptitudes des différents étudiants. Donc, certains sont très doués pour expliquer aux autres. D'autres ont peut-être une chaîne YouTube et donc savent trouver des chouettes petites capsules vidéo en lien avec le cours ou en créer. Et le fait qu'ils obtiennent des badges, donc des récompenses, ça amène une motivation. Je ne sais pas si dans certains espaces de cours ici sur le Moodle Moot, si vous avez vu qu'il y avait des badges à obtenir, on a envie de les avoir. Peu importe comment, mais on veut les avoir. Donc ça motive un petit peu plus aussi. Et ils sont partageables sur les réseaux sociaux. Dernier problème, c'est la prise en compte de la variété des profils, parce que j'ai principalement des étudiants garçons, mais il y a quand même quelques filles, et j'aimerais en tenir compte. Il y a même dans les garçons différents profils, différents âges, différents milieux socio-économiques, un bagage de départ ou pas. Et donc, première partie de solution pour tenir compte de ces différents profils, ce serait de prévoir des parcours différenciés, la possibilité en tout cas qu'ils suivent un parcours différent les uns des autres, et donner le droit à l'erreur, donc pouvoir se planter, revenir en arrière et réussir quand même, sans que l'erreur ne soit prise en compte dans la moyenne et ne fasse baisser la moyenne globale du cours. Donc pour permettre ces parcours différenciés, j'ai donné une chronologie conseillée mais adaptable. Donc pour les étudiants qui ont besoin de balises, j'avais fait ce genre de plan qui leur dit je vous conseille de d'abord faire tel et tel badge, les activités liées au badge O1 et O2, puis passer à O3 et O4 et ainsi de suite. Mais certains des badges sont tout à fait réalisables en parallèle. Pour d'autres, il est conseillé de les faire dans un certain ordre, mais ce n'est pas obligatoire. Et donc, ça laisse de la liberté à ceux qui en ont besoin. Aussi, je leur ai donné plusieurs modes d'acquisition des badges et des compétences associées, donc plusieurs manières de prouver qu'ils avaient acquis ces compétences. Et ça, c'est via des badges facultatifs à côté des badges obligatoires. 2 badges facultatifs dans un même domaine compensent le badge obligatoire correspondant. Et là, pour les badges facultatifs, je me suis un peu plus lâchée au niveau des activités pour que ce soit plus varié. Donc, par exemple, ils pouvaient rédiger eux-mêmes une question de type QCM intéressante sur un des thèmes du cours,
ou bien répondre à un test formatif, et s'ils atteignaient une certaine cote dans ce test, ils obtenaient le badge facultatif. Le learning by teaching, donc ils pouvaient aussi venir au cours théorique expliquer où ils en étaient dans le projet, comment ils avaient fait, quels avaient été leurs choix devant les autres pour partager ça. Ils peuvent concevoir des cartes conceptuelles, des petites capsules vidéo, faire de l'évaluation des pairs, donc évaluer le travail d'un condisciple dans un but constructif pour l'aider à s'améliorer avant le dépôt final de son projet, et partager tout ça via le wiki de l'espace de cours. Pour certains badges aussi, il y a plusieurs tentatives possibles, et ça c'est hyper facile avec les devoirs sur Moodle, puisqu'on peut mettre 2 types d'échéances. Une échéance qui apparaîtra telle qu'elle dans le calendrier, excusez-moi, et puis une date limite extrême aussi encore plus loin. Et on peut aussi autoriser plusieurs tentatives, et donc en combinant tout ça, il y a moyen d'être vraiment très flexible. Donc en résumé, le dispositif que j'ai mis en place, c'est d'avoir prévu des badges obligatoires et des badges facultatifs dont l'obtention corresponde à la validation de certaines compétences et qui sont liés à l'achèvement d'activités. Au niveau des activités, j'en ai tout plein. Donc j'ai l'atelier pour l'évaluation par les pairs. Les bases de données, c'est pour encoder des petites questions de type QCM. J'ai des contenus interactifs H5P pour présenter certains éléments, par exemple des lignes du temps, des devoirs, bien sûr, les forums pour qu'ils s'entraident, les présences, ça c'est plus organisationnel, des questionnaires, c'est plus pour évaluer mon dispositif, des sondages, c'est plutôt aussi pour s'inscrire aux examens, les tests, ça c'était des tests formatifs qui les entraînent à l'examen, et le wiki pour partager des ressources. Alors, j'ai aussi dû mettre au point une feuille Excel que j'appelle savante, parce qu'il y a plein de formules dans tous les sens, pour pouvoir, à partir de tout ça, quand même obtenir une note sur 20, puisque c'est une obligation légale. Il faut que je fournisse une cote sur 20. Les conséquences pour l'étudiant, c'est plus de liberté entraîne autonomie et organisation. Enfin, il faut qu'il s'entraîne à ça. Ils ont eu du mal à passer du mode d'évaluation en moyenne arithmétique aux compétences à acquérir. Donc cette année, je leur ai carrément partagé ma feuille Excel avec toutes mes formules pour qu'ils puissent tester et voir où ils arrivent. Et puis il y a toujours une certaine résistance au changement parfois, ou en tout cas au début. Les contraintes pour l'enseignant, c'est qu'il faut que tout le cours soit prêt dès le début, tout. On ne peut pas faire du dévoilement progressif et rendre visible au fur et à mesure des cours les diaporamas et les activités correspondantes, puisqu'ils doivent chacun pouvoir faire le parcours dans l'ordre qu'ils veulent. Les corrections sont en augmentation, évidemment, puisque si je laisse plusieurs possibilités et si j'ajoute des badges facultatifs, il faut donner un feedback par rapport à ça, et de préférence rapidement, pour qu'ils aient le temps de déposer une deuxième version. C'est un peu plus compliqué aussi que quand on corrige en une fois, en un bloc, le même exercice à un certain moment, parce qu'ils ont dû tous le rendre à ce moment-là. Ici, il faut corriger 5 devoirs d'un certain type, 3 d'un autre type, et ainsi de suite. Donc, switcher entre les exercices. Et ça, vive les grilles d'évaluation sur Moodle au niveau des devoirs, parce que ça simplifie vraiment la tâche. Vive aussi le travail d'équipe, parce qu'on peut se répartir les badges et corriger chacun un seul badge. Et puis, j'ai parlé de l'obligation administrative de fournir une cote sur 20. Donc, les enseignants, ils sont un peu désespérés par les corrections, mais il y a moyen de s'arranger et de faire du travail d'équipe. Mais ce qui est vraiment intéressant et valorisant, c'est de pouvoir évaluer des compétences et de pouvoir dire à l'étudiant, voilà où tu en es. Tu as acquis telle et telle compétence, celle-ci, elle est encore en voie d'acquisition, il faut que tu la travailles, et celle-là, vraiment pas du tout, donc on te propose telle ou telle activité de remédiation. Alors, au niveau des étudiants, dans les différentes enquêtes réalisées chaque année, il n'y a pas d'unanimité, mais ça offre quand même une bouffée d'oxygène à ceux qui n'en peuvent plus du système traditionnel. Et ce qui a été
vraiment apprécié de manière unanime, c'est le projet fil rouge, les présentations intermédiaires de ce projet, l'auto-évaluation du projet et la liaison forte entre les badges et le projet. Les badges obligatoires sont liés au projet, ce n'était pas le cas au début, et j'ai changé ça suite aux évaluations par les étudiants. Plusieurs chances pour chaque badge. Le fait qu'il reste acquis d'une session à l'autre, ça aussi. Et la flexibilité du calendrier et la disponibilité de tout dès le début du cours, ça aide aussi ceux qui ont des conflits horaires éventuellement parce qu'ils traînent des cours de B1 ou ceux qui auraient des circonstances familiales ou autres exceptionnelles. Alors je pense que j'arrive short au niveau du temps, donc ma petite demande aux développeurs, c'était au niveau des badges, je vais la passer, mais s'il y a des développeurs Moodle qui ont envie de savoir, je peux leur dire. Et en conclusion, donc c'est un processus que j'ai entamé il y a plus de 3 ans. Ça ne se fait pas tout de suite comme ça en un coup de cuillère à peau de transformer déjà tout son cours. Mais je reste convaincue que c'est vraiment intéressant d'apporter plus de variété dans les méthodes pédagogiques et les modes d'évaluation, que ce soit au sein d'un cours, au sein d'un module de cours ou d'une année d'études et au sein de toute la formation. Donc, il ne faut pas que tout le monde se mette à faire des classes inversées, je trouve, ou que tout le monde reste dans du transmissif. Ce qui est important, c'est vraiment de varier à tous les niveaux. Et si vous avez envie de tester un dispositif un peu similaire, j'ai mis sur mon espace de cours, pas un cours de programmation, je vous ai reconcocté exprès un petit cours sur l'art de l'origami. Et donc, vous avez un projet, une mission, vous avez des badges, vous avez des activités avec plusieurs tentatives qui vous permettent d'obtenir ces badges. Et it's up to you. Alors, on m'a demandé de vous communiquer aussi le code Klaxoon qui est là. Hein. Merci. Merci Christiane. Alors, on va avoir à peu près 10 minutes de questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va passer dans la salle. Bonjour, moi je m'appelle Jean-Baptiste. Du coup, j'ai une petite... en fait, c'est une demande de précision. Ce cours, vous l'avez dispensé en présentiel, c'est ça? 100% en présentiel? Oui, les cours théoriques et pratiques, c'est en présentiel, mais ici, le dispositif permet aussi à ceux qui ont des conflits horaires, par exemple, de quand même suivre. D'accord. Et les badges aussi, c'est les badges au fait sont liés aux différentes compétences au fait qui sont visées derrière, c'est ça aussi? Oui, donc on a un référentiel de compétences qui est imposé, qui est interréseau parce qu'on a plusieurs réseaux d'enseignement en Belgique. Dans ce référentiel de compétences, chaque enseignant choisit lesquels il travaille et il évalue dans son cours, puis on les décline en acquis d'apprentissage observables, et ce sont ces acquis d'apprentissage qui correspondent au badge. Oui. D'autres questions ? Bonjour, j'ai juste une question, une précision, parce qu'à un moment, vous avez parlé de résistance au changement du point de vue étudiant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et comment vous avez réussi à justement changer leur vision ? Alors, quand je parle de résistance au changement, c'est certains étudiants qui, dans les évaluations anonymes, m'avaient mis « oui, les badges, c'est pour l'école primaire, on n'est pas à l'école primaire », ou des petites remarques comme ça, mais ça reste assez marginal. Et j'ai tendance à croire que quand même ceux qui remplissent les évaluations, c'est en général soit qu'ils ont un a priori positif sur le cours, soit justement qu'ils ont envie de pousser un petit coup de gueule. Et entre les deux, il y a toute une frange qui finalement se dit peu importe, pourquoi pas, et voilà. Mais ils sont un peu obligés de suivre. D'accord, merci. D'autres questions ? Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour d'expérience sur la résistance au changement du côté du corps enseignant? Parce que moi, de ce que j'ai écouté avec attention, ça demande quand même certainement beaucoup d'heures d'ingénierie pédagogique en amont.
et puis une coordination importante au niveau de la correction et beaucoup d'heures donc, de tutorat. Donc en fait, ça s'est passé progressivement. Au départ, on a connu une augmentation de population assez forte pendant les 3 dernières années. Et donc au départ, j'avais fait, comme je savais que je voulais changer complètement, décloisonner le cours théorique et le cours pratique, j'ai demandé au niveau des attributions à être seule pour le cours et les travaux pratiques. Donc au départ, j'avais tous les groupes. Et donc ça m'a permis en facilement 2 ans, voire un peu plus, de mettre le dispositif au point. Et c'est seulement cette année que j'ai eu des collègues qui sont venus m'aider au niveau des travaux pratiques, mais donc qui sont rentrés dans le processus et qui sont rentrés, ma foi, sans trop de problèmes, parce que chacun, en fait, corrige les travaux qui correspondent au badge obligatoire, donc liés au projet, et corrige le projet. Et puis, pour les badges facultatifs, alors on se les est répartis. Et certains collègues corrigeaient le 1 et le 2, par exemple, moi le 3 et le 4, et ainsi de suite. Donc ça a été. Franchement, mais on est une section dans laquelle il y a une bonne ambiance, donc ça aide évidemment. D'autres questions ? Je voulais poser une question. Vous avez indiqué que oui. pour la notation, vous étiez obligé de gérer la note à l'extérieur de Moodle. Oui. Il y a des choses qui ne rentraient pas dans le carnet de notes de Moodle, que Moodle n'était pas capable de calculer directement? Mais en fait, c'est comment quantifier un badge. Donc, si on obtient un badge, moi, ce que j'ai fait, c'est un calcul. Ce que je leur demande, je leur dis, pour réussir le cours avec 10 sur 20, vous devez avoir obtenu 4 des 6 badges obligatoires ou les équivalents en badge facultatif. Vous devez avoir la moitié au QCM final et vous devez avoir la moitié au projet. Si vous avez ça, vous avez 10 sur 20. Après, je calcule par rapport à la moyenne des points obtenus pour le projet et pour le QCM. Ça augmente. Je calcule aussi par rapport au nombre de badges total qu'ils ont fait et j'ajoute les facultatifs. Et donc là, la cote augmente aussi. Voilà. Dans Moodle, honnêtement, je ne sais pas comment comptabiliser en points des badges et je ne pense pas que c'est le but. Moi, je trouve que c'est plutôt dommage de devoir faire ça. J'aurais préféré une évaluation en compétences. Dire ça, c'est acquis, acquis, acquis. Toutes les compétences fondamentales sont acquises, donc il a dit ça aurait été plus simple. D'autres questions ? Merci beaucoup. Merci Christiane Maty. Alors pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à passer sur Klaxoon et à rentrer votre évaluation. Christiane avait ajouté un code. Si vous avez besoin, moi j'ai ce code-là, donc je peux le rappeler. Qui n'a pas encore voté sur Klaxoon ? Levez la main.